Bien, en ouvrant donc cette nouvelle série de conférences, je voudrais d'abord remercier M. Jean Desreins, qui est conservateur général de la Bibliothèque historique de la ville de Paris. C'est lui qui nous accueille dans ce lieu magnifique qu'est l'hôtel de Lamoignon, et ce pour la 4e année. Sans doute que la majesté de cet espace et l'hospitalité de son conservateur expliquent également la réussite de ces conférences. Je vais revenir un instant sur l'histoire de ces conférences. Elles sont nées, c'est une idée d'Yves Manella, directeur de la revue Psychiatrie française, et à laquelle un petit groupe d'amis et de collègues qui réfléchissaient ensemble depuis assez longtemps ont immédiatement adhéré. Et il se trouve donc que nous avons, sous cette forme, continué nos réunions. Ils sont là devant moi, je les salue, avec cette seule différence que maintenant nous y associons donc des conférenciers invités et le public, enfin vous donc qui êtes là ce soir. Les trois premières séries de conférences ont été consacrées au langage. Yves Manella vous l'a répété, vous l'a dit tout à l'heure. Alors pourquoi le langage? C'est une question de génération, sans doute. Nous, les membres de ce petit groupe, nous avons abordé la psychiatrie et la psychanalyse à une époque où la question du langage occupait tous les esprits, il faut bien le dire, jusqu'à la nausée parfois. Il fallait alors penser psyché, le psychisme, à travers une série de filtres, pas toujours limpides, qui avaient nom Freud et sa cure de parole, Lacan et son signifiant, Saussure et son synchronisme, auxquels il faut bien ajouter Derrida, Lévi-Strauss, l'inévitable Heidegger, et j'en passe. Ce mélange, au fond, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui le postmodernisme. C'est une sorte de syncrétisme tiède, délivré de la violence qui accompagnait les disputes des années 70. C'est à ce moment-là qu'il nous a semblé favorable de reprendre la question du langage en nous demandant tout simplement qu'avons-nous appris de ce phénomène grâce ou en dépit de l'aspect invasif qu'il a pris à un moment donné de notre histoire. Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à des psychanalystes qui ont été au cœur de ces débats, André Green ou Jean Laplanche, qui est ici avec nous ce soir, d'autres qui en ont hérité, je pense à Paul Denis, Laurent Danon-Boileau ou Jean-Claude Roland, mais aussi des linguistes qui nous ont dit où en était maintenant cette discipline et ce qu'elle avait appris du langage en 50 ans. Frédéric François, Paolo Fabri et Christian Cuxac. À ces approches frontales du langage, nous en avons mêlé d'autres tangentes, avec Jean Gélibert, la parole poétique au théâtre, Henri Méchenic, le rythme, Jacques Pigeot, la poésie, Jacques Bouvresse, la philosophie analytique du langage, Charles Malamud, la mythologie indienne, et Daniel Rosé, la philosophie. Tous ces exposés, je le rappelle une fois de plus, publiés dans Psychiatrie française sous le titre de Conférence de l'hôtel de Lamoignon, forment aujourd'hui un ensemble unique, il me semble, de réflexion qui fait le point sur le langage. Maintenant, le rêve. Plus exactement, le sommeil et le rêve. Pourquoi? Une circonstance d'abord, la publication de la nouvelle traduction de la Traumdeutung, qui devient Interprétation du rêve de Freud, par une équipe dont Jean Laplanche est l'un des directeurs. Janine Altounian sera avec nous cette année pour en parler, et parler de la traduction en général. Par ailleurs, une nouvelle donne. Freud renvoie le sommeil comme un impensable. Or, ni les biologistes, Jean-Paul Tassin fera le point là-dessus, ni les philosophes,
Pierre Carrick, dont le livre « Rêve, vérité » a été une révélation pour beaucoup, ne pense aujourd'hui possible une telle exclusion. Il faudrait plutôt penser rigoureusement le rêve avec le sommeil, et c'est ce que nous avons proposé donc à nos conférenciers. De là donc le thème choisi cette année de ces conférences que deux psychiatres et psychanalystes, Christophe Dejour et Jean Gilibert, à la fin de cette année, vont initier et conclure. Un dernier mot avant de passer aux choses mêmes. Ces conférences n'existeraient pas sans le travail et la foi d'Annie Trignac, que vous avez vu à l'entrée tout à l'heure, et que nous remercions donc ici tout particulièrement. Merci Pierre. Donc une petite chose, vous avez vu que notre dispositif contient et un enregistrement et une vidéo. Chaque conférence, je vous le rappelle, a été enregistrée et a été enregistrée aussi sous forme de vidéo, donc elle peut être achetée auprès d'Annie Trignac sous cette forme, et nous continuons sur cette forme parce qu'on s'est aperçu que c'était d'autant plus intéressant. Nous avons eu une conférence un peu exceptionnelle du langage du corps fait par des danseurs étoiles, et il se trouve qu'il n'y aurait pas eu cet enregistrement magnétoscopique, enfin cet enregistrement par caméra, on ne pourrait rien en dire, et je crois que ça a été assez extraordinaire. Donc je vais passer la parole à Christophe Dejour, qui est psychanalyste de l'APF, et qui va... Je vais lui passer la parole, il va nous donner son point de vue sur la question qu'on lui propose. Je crois qu'il faut beaucoup le remercier de commencer. C'est pas toujours si facile et si agréable de commencer un cycle une année. Et on remercie beaucoup Jean Laplanche d'être là pour le discuter et lancer des questions dans la salle. Merci. Bon, alors d'abord, un grand merci à Yves Manella d'avoir pris l'initiative et à Jean-Louis Brenaud d'avoir insisté pour que voilà, qu'on puisse se retrouver ce soir ici. C'est un petit peu intimidant quand même de se trouver là. D'abord parce que les lieux sont impressionnants, ensuite parce que maintenant les conférences de l'Hôtel Lamoignon ont une certaine réputation, donc c'est toujours un peu impressionnant pour les petits qui arrivent derrière. En plus, il y a Jean Laplanche qui a accepté de venir et donc de discuter, ce qui rend les choses assez compliquées. D'autant que sur la question du rapport entre sommeil et rêve, il n'est pas certain que nous soyons exactement d'accord, je le sais d'avance, entre Jean Laplanche et moi. Je serais plus proche de la position de Jean-Paul Tassin, mais c'est aussi peut-être l'enjeu de cette série comme ça d'exposés et de discussions que de faire avancer un petit peu la discussion sur sommeil et rêve. Alors, je ne vais pas vraiment attaquer de front la question du rapport entre le sommeil et le rêve, parce que ma position est peut-être un peu trop tranchée, mais enfin bon, peut-être que dans la discussion on aura le temps de préciser un peu les choses. Alors, ceci dit, parler du rêve aujourd'hui, c'est aussi la raison principale pour laquelle ça me gênait beaucoup d'accepter cette proposition. Ça peut faire un peu sourire, tellement les questions que ce sujet, le rêve, soulève, et tant cela a déjà fait couler d'encre depuis Freud. Peut-être qu'il faut admettre, je ne suis pas tout à fait sûr, mais peut-être qu'il faut admettre que peu de découvertes significatives ont été faites depuis la somme monumentale, parce que vraiment là pour le coup c'est monumental me semble-t-il, je pense que c'est vrai, partagé probablement par beaucoup d'autres comme point de vue, la somme monumentale que Freud a rassemblée dans la Traumdeutung. C'est pas si facile que ça de rajouter quelque chose à ce que Freud a dit. Mais il y a peut-être quand même quelques contributions dont je ferai mention tout à l'heure, qui me paraissent être quand même aussi des étapes quand même dans la discussion sur le rêve. Alors on pourrait se demander ce qui pourrait justifier de prendre la parole aujourd'hui sur ce thème, en tout cas de quelqu'un comme moi qui suis psychiatre, psychanalyste, si ce n'est pour marquer la célébration d'un anniversaire de plus dans le concert des révérences convenues, donc c'est toujours un peu gênant, mais enfin il y a quand même un événement que Yves Manella
ce Sullivan ont rappelé, c'est la nouvelle traduction donc, sous la direction de Jean Laplanche. Et en fait, c'est à lui que, me semble-t-il, devrait revenir la parole sur le rêve ce soir. Donc, je vais quand même reprendre des choses que Jean Laplanche dit, tout en sachant quand même que probablement je vais faire des écarts ou des glissades et que, bon, ce sera peut-être pas très facile pour la discussion, mais ça donnera sûrement des matières. Alors, il a, je pense, beaucoup à dire, lui, sur ce thème du rêve, en particulier pour nous aider, je crois, enfin, c'est ce que moi j'attendrais de Jean Laplanche sur ce thème, nous aider à départager. Parmi les propos qui sont tenus sur le rêve, ce qui est congruent et ce qui est incompatible avec la théorie de Freud. La théorie que Freud, lui, a bâtie du rêve. Parce qu'il y a quand même beaucoup de propos qui ne vont pas de soi, qui ne sont pas forcément très cohérents avec ce que Freud a avancé là-dessus. Le contexte scientifique pourrait soulever aussi quelques questions qui mériteraient un débat si le consensus n'était pas aussi massif qu'il l'a été pendant toutes ces années sur les rapports entre le sommeil et le rêve, à savoir qu'il y aurait une équivalence entre sommeil paradoxal et rêve. Ce dont je ne suis pas tout à fait certain. Voilà. Alors, je fais référence ici, donc, à cette idée qui s'est imposée depuis une vingtaine d'années, et je pense que cette équivalence est douteuse. Je ne vais pas le faire dans l'exposé, mais je pourrais éventuellement vous dire pourquoi. Je pense qu'on peut apporter des preuves que cette équivalence est fausse. Des preuves, je dis bien, des preuves, ce qui est quand même très ambitieux ou très arrogant, mais en tout cas, je pense qu'il pourrait y avoir matière là véritablement à discuter, pièce clinique en main. Cela étant, donc, ce n'est pas de ça vraiment que je vais parler, je vais centrer mon propos sur le travail du rêve. Je voudrais essentiellement parler du concept que Freud introduit, du travail du rêve lui-même, pour introduire une réflexion sur ce que l'on pourrait, alors désigner, c'est un peu pour faire un point d'appel comme ça, désigner comme la fonction thérapeutique du rêve. Mais évidemment, il faut mettre beaucoup de guillemets au mot thérapeutique. C'est plutôt pour indiquer une direction de transformation que le rêve peut-être porte en lui comme possibilité, et on va voir comme avènement pour la subjectivité. Il indique, disons, au moins par prétérition, que si dans le rêve, il y a travail, c'est qu'il y a quelque chose de spécifique au bout de ce travail. Alors Freud n'est pas très clair à ce propos, et l'on peut penser que pour lui, le travail du rêve, finalement, ce n'est rien d'autre que le travail de production du rêve lui-même. Mais on peut aussi peut-être entendre dans le terme de Traumarbeit l'idée que le travail du rêve, ce n'est pas seulement le travail qui conduit à la fabrication du produit final, le rêve, mais peut-être aussi le travail accompli par le rêve, visant cette fois un au-delà du rêve, c'est-à-dire un travail qui profiterait bien sûr à la subjectivité, qui transformerait la subjectivité. Cette idée, je crois, n'est pas formulée par Freud. Donc, évidemment, c'est un risque d'introduire une discussion là-dessus. Freud soutient plutôt que le rêve est la voie royale d'accès à la conscience, que tout le monde sait, même. Et s'il mène une réflexion sur la fonction du rêve, on sait que pour lui, elle consiste essentiellement à protéger le sommeil. On sait, d'autre part, que ce point de vue est partiellement remis en cause, vous le savez peut-être, par Jean Laplanche, qui pense que ce n'est pas le rêve qui est gardien du sommeil, mais le moi. Ce qui, évidemment, n'est pas pareil. À ce niveau, on peut signaler un autre paradoxe, car si Freud affirme que la fonction du rêve est de garder le sommeil, il se trouve que les neurophysiologistes, en particulier Jouvet, dont j'ai encore lu un livre récemment, affirment de leur côté qu'on ne sait pas quelle est la fonction du sommeil. Mais il est vrai que cette sentence, dirais-je, repose sur une conception précise et limitée du fonctionnalisme qui ne prend en compte que le point de vue de l'évolution des espèces. Alors, cette référence purement darwinienne pour rendre compte d'une fonction me paraît également prêter à discussion, mais ça, c'est un grand débat. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de le reprendre avec Jean-Paul Tassin. Alors, le travail du rêve, selon Freud, je vais évidemment brièvement en parler, ce n'est pas le travail accompli par le rêve,
vers autre chose que lui, mais le travail qui conduit à la production d'un rêve. Dans le chapitre 6 de l'interprétation du rêve, Freud caractérise le travail du rêve par 4 dimensions, qui sont le travail de condensation, le travail de déplacement, les procédés de figuration et l'élaboration secondaire. Bon, évidemment, pour un certain nombre d'entre vous, ça ce sont des banalités, mais comme tout le monde n'a pas forcément la culture psychanalytique équivalente, c'était utile peut-être de le rappeler. La partie la plus importante de ce long chapitre est consacrée à la figuration. Dans un texte ultérieur, qui s'appelle Über den Traum, qui est traduit en français sous le titre « Le rêve et son interprétation », Freud reprend synthétiquement les propositions qu'il avait faites dans le texte de 1900 et conclut que les 4 formes d'activité, alors je cite Freud, les 4 formes d'activité que nous venons d'indiquer composent à elles seules le travail du rêve. Nous pouvons donc définir ce dernier en disant qu'il n'est que le transfert des idées latentes en contenu manifeste. C'est une phrase soulignée par Freud. La pensée de Freud est claire. Au début, il y a les idées latentes et ensuite, par le travail, ces idées sont transformées en contenu manifeste qui donne au rêve sa forme finale. Et il précise aussitôt, je cite à nouveau, « Il s'ensuit que le travail du rêve n'est jamais créateur, qu'il n'imagine rien qui lui soit propre, qu'il ne juge pas, ne conclut pas. Son action consiste à condenser, déplacer et remanier en vue d'une présentation sensorielle tous les matériaux du rêve. Il s'y ajoute en dernier lieu le travail accessoire d'ordonnance que nous venons d'indiquer. Il renvoie là à la question de l'élaboration secondaire. En somme, pour Freud, il y a au départ des pensées latentes qui ont surtout la forme de souhaits inconscients. Le travail du rêve prélève dans les restes diurnes des souvenirs de la vie vigile, insignifiants et sans importance. Il déplace ou transfère les valeurs d'affect sur ces restes dont il se sert pour produire le contenu imagé et manifeste du rêve, cependant que grâce à ce subterfuge, à ce déguisement, des souhaits inconscients sont satisfaits sans que le moi se soit méfié, en quelque sorte. Le rêve trompe le moi, en quelque sorte, mais en lui apportant une prime de plaisir. Et grâce à ce subterfuge, ou ce qu'on pourrait appeler cette manœuvre de diversion, le moi apaisé se rendort. La fonction du rêve est de conserver le sommeil. Ça, c'est la position, me semble-t-il, de Freud. Mais à chaque fois qu'on parle de quelqu'un, on l'interprète, peut-être que je suis déjà en train de me tromper. Alors, en quoi consistent les relations entre les pensées latentes et les restes diurnes? Alors, elles sont très ténues dans le texte freudien. Je cite, « Par le moyen de l'analyse, nous découvrirons bientôt la véritable cause du rêve, la circonstance assez importante pour le susciter et à laquelle l'autre, c'est-à-dire l'impression reçue la veille, s'est substituée parce qu'elles avaient entre elles de nombreux points de contact. C'est au travail de déplacement qu'est due cette substitution dans le contenu du rêve, de l'incident banal au fait émouvant, des matériaux quelconques à ceux qui peuvent justement intéresser. » C'est la fin de la citation. On verra quand même que Freud laisse la porte ouverte à un autre processus, mais il est vrai qu'il ne le discutera pas du tout. Alors, au début de mon exposé, j'ai dit que peu de découvertes avaient été faites sur le rêve après Freud. Le plus souvent, il s'agit de commentaires, d'illustrations ou de paraphrases. Il me semble quand même que une contribution importante a été faite autour de la psychosomatique. Je fais ici référence essentiellement aux travaux de Dennis Braunschweig et Michel Fin, même si d'autres auteurs y sont associés. Je ne sais pas, Pierre Marty, Michel Demusan, Michel Soulet et Léon Kressler en particulier. On sait que pour les psychosomaticiens de l'école de Paris, les patients souffrant de maladies somatiques sont réputés souffrir corrélativement d'une pauvreté du fonctionnement psychique ou fonctionnement anémique. Faire un clin d'œil à la traduction de Laplanche. Ce qui veut dire qu'ils se caractérisent, par comparaison avec les psychonévrosés ou les psychonévrotiques, par une rareté des formations de l'inconscient, en particulier des rêves. La discussion sémiologique serait simple s'il s'agissait d'une situation en tout ou rien, c'est-à-dire si les somatoses, disons les gens qui font des maladies somatiques, étaient sans activité onirique aucune. Mais ce n'est pas le cas. Il y a aussi des rêves, même s'ils sont moins prolifiques chez ces patients somatiques que chez les autres. Et puis d'ailleurs, il y a des gens qui somatisent et qui rêvent énormément. Braunschweig et Fin se sont alors intéressés plus spécifiquement
à la forme et à la qualité de ses rêves. C'est ça l'apport capital. Et ils se sont efforcés de montrer que ces rêves, précisément, ne sont pas architecturés comme les rêves dont parle Freud, si ce n'est peut-être à propos de ce qu'il appelle les rêves simples accomplissements de désir qu'il isole chez les jeunes enfants. Qu'est-ce à dire? Pour reprendre ces travaux dans la perspective qui est celle que je vais essayer de soutenir aujourd'hui, je dirais que les analyses de Braunschweig et Fin s'attachent à caractériser ce que l'on pourrait formuler comme déficit du travail du rêve. À partir de nombreux exemples cliniques, ces auteurs montrent une série d'altérations portant sur la condensation insuffisante, sur le déplacement manqué, sur le défaut de régression formelle et sur le défaut de symbolisation. Bon, je ne peux pas reprendre par le détail les configurations oniriques auxquelles aboutissent ces altérations. En revanche, je voudrais insister sur un axe de leur recherche qui concerne la dimension fonctionnelle, cette fois-ci, ou économique, pour reprendre leurs termes, du rêve. Ces travaux sont très intéressants, malgré les critiques qui leur sont faites, en ceci qu'ils montrent que lorsque le travail du rêve est insuffisant, il présente l'inconvénient de ne pas bien protéger le sommeil. Pour le dire autrement, la piètre qualité du travail du rêve, alors qu'il y a rêve, la piètre qualité du travail du rêve risque d'engendrer une insomnie. Et les auteurs parlent alors d'un échec du rêve ou d'un échec du travail du rêve. Et ils rassemblent beaucoup d'arguments en faveur de cette hypothèse qui ouvre une voie passionnante à l'étude des insomnies de toutes sortes qui dérangent si gravement la vie de certains enfants, aussi bien que celle de nombreux adultes. Mais dans cette perspective, c'est-à-dire l'étude des insomnies, en particulier chez les enfants, ces auteurs isolent un autre facteur très important, c'est celui de la régression. La régression comme condition sine qua non, non seulement du sommeil, mais aussi du rêve. Régression qui, pour eux, se caractérise par le désinvestissement du monde extérieur au profit du narcissisme. Disons, pour faire le lien avec la théorie de la planche, au profit du repli dans le baquet. Les deux formulations, bien sûr, ne sont pas équivalentes, car elles s'inscrivent dans des conceptions métapsychologiques dont il serait vain de dissimuler les différences. Un pont, toutefois, me semble-t-il, peut être posé entre les deux conceptions, et qui me paraît personnellement très intéressant. La possibilité pour l'enfant de désinvestir le monde extérieur serait tributaire, selon Braunschweig et Fin, de l'attitude de la mère, c'est-à-dire de sa capacité à elle à désinvestir le corps de son enfant. Selon ces auteurs, cette capacité de la mère est rythmée par la vie érotique de cette dernière, en investissant la relation amoureuse et érotique avec le père. Elle se détourne de l'enfant et cesse de l'exciter, ce qui permet à ce dernier de se replier sur soi et de s'endormir. Le bébé de la nuit succède au bébé du jour au rythme de la censure de l'amante, c'est ce très joli terme de Braunschweig et Fin, c'est-à-dire du retour de la mère à la vie sexuelle dans le monde des adultes. Cette dynamique pourrait, me semble-t-il, être reprise conceptuellement par la théorie de la séduction que la planche a développée, au sein de laquelle elle ménagerait un moyen d'introduire le temps, le rythme, le tempo de la traduction, c'est-à-dire l'idée que la traduction est discontinue, mais que cette discontinuité est encore, en quelque sorte, commandée par le sexuel. J'en viens à la critique formulée par la planche de l'analyse des rêves. Alors là commencent évidemment des divergences avec pas mal d'auteurs. La planche a écrit sur la métapsychologie du rêve des textes qui contrebalancent en quelque sorte l'accent mis dans la théorie de la séduction généralisée sur ce qu'il appelle le primat de l'autre. Ce qu'il dit sur le rêve est un peu, si vous voulez, le pendant. S'y déploie en effet toute sa conception de l'intrasubjectivité, aussi bien ce qui concerne les processus intrasubjectifs que l'architecture topique de l'appareil psychique qu'il décrit sous le nom de baquet. Mais il y a aussi, dans d'autres textes de la planche, quelques notations qui me semblent essentielles pour la pratique,
cette fois-ci. C'est de la théorie, mais essentielle pour la pratique. À savoir, pour la pratique de l'interprétation du rêve. Pour la planche, il est absurde de réduire le rêve à son récit. C'est le premier point que vous connaissez sans doute. Le rêve est une production et une réalité dont le récit, fait à l'analyste, restitue ou tente de restituer la phénoménalité, même imparfaitement. Mais il y a un rêve qui n'est pas réductible à son récit. Il est tout aussi absurde pour la planche de réduire le rêve à un matériau comme un autre de la communication entre le patient et l'analyste. Ça renverrait au propos de Sullivan sur quand même une idée qui est très liée à la postmodernité, ou au postmodernisme, ce serait plus juste de dire. Le rêve est une production dont le lieu est le baquet lui-même, et il n'est que secondairement, de façon contingente d'ailleurs, l'objet d'un récit. Mais par ailleurs, ce qui nous intéresse davantage ici, c'est que la planche considère le rêve, dans la pratique analytique, avant tout comme un objet qui s'offre à la pensée associative-dissociative. Les deux termes étant, là, pour le coup, indissociables, car la voie associative est en fait un moyen de dissocier les éléments du rêve. Alors je cite la planche, la méthode associative-dissociative, nous le savons, ne visait pas directement à révéler un sens latent inconscient, par des voies différentes, multiples, se recoupant en certains points pour diverger à nouveau. Elle visait plutôt à cerner, à postuler des éléments inconscients qui, dans le meilleur des cas, pourraient être réinsérés dans le discours conscient pour y faire apparaître un sens plus complet, plus satisfaisant. C'est en cela que la méthode analytique originelle ne vise pas un second sens, coextensif au sens conscient, mais des éléments signifiants qui ont été originellement exclus, refoulés, sans pour autant s'être organisés en un deuxième discours. Pour le dire d'un mot, le ça n'est pas un second moi, éventuellement plus vrai que le premier. Voilà. Très belle formule, donc c'est entre séduction et inspiration. La planche oppose la méthode analytique associative-dissociative à la lecture herméneutique ou symbolique qui serait faite à partir d'une clé des songes ou d'un symbolisme. Cette deuxième tendance, si je puis m'exprimer ainsi, existe pourtant sous la plume de Freud, notamment dans ce chapitre 6, mais la planche dit « Or la méthodologie symbolique telle que Freud l'a décrit s'oppose à la méthode analytique associative en ce qu'elle est bel et bien la lecture d'un sens caché. » Donc là, je pense que les choses sont claires sur la position de la planche. La planche donc conteste ce sens caché. La méthode analytique vise essentiellement, via les associations du rêveur sur les images du rêve, à identifier des éléments inconscients. Un point, c'est tout. La question, la position plutôt de la planche, vient donc essentiellement en soutien de la position freudienne en vertu de laquelle le rêve est la voie royale d'accès à l'inconscient. Je cite encore de la planche, « Aucun regroupement sous le chef d'un grand thème de compréhension aucun regroupement sous le chef d'un grand thème de compréhension ne suit ni n'organise l'analyse du rêve qui reste rigoureusement tel que Freud l'a défini, comme l'inverse du travail du rêve. Le processus de transformation du rêve latent en rêve manifeste, je le nommerai, dit la planche, travail du rêve. Non, ça c'est Freud, excusez-moi, je cite Freud. Non, ça m'arrive souvent de confondre les deux, vous pardonnerez. Donc je cite Freud, le processus de transformation du rêve latent en rêve manifeste, je le nommerai travail du rêve. Le travail opposé, celui qui aboutit à une transformation en sens inverse, je le nommerai travail d'analyse. C'est dans le rêve et son interprétation. Deux propositions centrales de Freud doivent maintenant être reprises pour aborder ce que je vais essayer de discuter, le rêve comme bâtisseur. Je cite Freud, les 4 formes d'activité que nous venons d'indiquer, il s'agit de condensation, déplacement, figuration, élaboration secondaire, composent à elles seules le travail du rêve. Nous pouvons donc définir ce dernier en disant qu'il n'est que le transfert des idées latentes en contenu manifeste. Il s'ensuit que le travail du rêve n'est jamais créateur, qu'il n'imagine rien qui lui soit propre, qu'il ne juge pas, ne conclut pas. Son action consiste à condenser, déplacer et remanier en vue d'une représentation sensorielle tous les matériaux du rêve. La deuxième proposition de Freud concerne l'incitation du rêve. C'est le terme qui était dans la traduction dont je dispose.
Alors je cite Freud à nouveau, « L'analyse du rêve, en nous permettant de rétablir la perspective originelle, nous met sur la voie de la meilleure solution à deux problèmes très discutés, celui de l'incitation du rêve et celui des relations entre le rêve et la vie de veille. Il y a des rêves où se traduit une attache directe entre les événements du jour précédent, avec les événements du jour précédent. D'autres, je répète, cette phrase est importante, il y a des rêves où se trahit une attache directe avec les événements du jour précédent. D'autres, où les événements semblent ne jouer aucun rôle. Appelant alors l'analyse à notre secours, nous nous apercevons que tous les rêves, sans exception, ont leur racine dans une impression reçue la veille, ou disons mieux, pendant la journée qui a précédé le rêve. Racine, ça n'est pas incitation. Cette impression, qui peut être appelée incitation au rêve, est quelquefois assez forte pour qu'il n'y ait rien d'étonnant à ce qu'elle nous ait préoccupés pendant l'état de veille. Et dans ce cas, nous disons avec raison que le rêve de la nuit ne fait que continuer les préoccupations du jour. Bon. Maintenant, par la phrase suivante, mais le plus souvent, le contenu du rêve nous semble fait de telles bagatelles qu'il n'est pas étonnant que l'on tienne communément pour méprisables toutes les manifestations de ce genre. Et au-delà, Freud abandonne complètement la discussion du premier cas de figure, celui où il y aura une continuité, pour s'intéresser exclusivement aux cas les plus nombreux, où les restes durs ont une valeur insignifiante et où le rêve ne poursuit pas, plus exactement, les préoccupations du jour, mais relaye des contenus inconscients de première importance. Je cite, « Quand le contenu du rêve se présente sous une forme dépourvue de sens et d'intérêt, l'analyse découvre les chemins de traverse par où ces éléments, sans valeur, en rejoignent d'autres qui sont de première importance pour la psychologie du sujet. C'est au travail de déplacement qu'est due cette substitution de l'incident banal au fait émouvant. » Alors ce à quoi je vais m'attacher maintenant, c'est à reprendre l'investigation du premier cas de figure, où l'incitation du rêve vient directement des préoccupations du jour, ce qui va me conduire à remettre en cause la première proposition de Freud que j'ai citée, à savoir que le travail du rêve n'est jamais créateur. Ce qui serait en cause ici serait le non symbolisé que le rêve pourrait, dans certaines conditions, faire advenir comme matériau manipulable mentalement. Dans cette opération, le rêve aurait bel et bien une fonction créatrice, même si le terme est peut-être évidemment un peu fort. Les limites maintenant de la traduction et la proscription de la traduction sont deux termes que je vais essayer d'expliciter. Aborder la fonction créative du rêve, c'est soulever la question du non refoulé dans le fonctionnement animique. De nombreux auteurs se sont penchés sur ce qui échappe au jeu du refoulement et du retour du refoulé, particulièrement ceux qui se sont intéressés à la psychose. Mais bien souvent, une certaine obscurité demeure dans ces recherches et chez ces auteurs, pas toujours, mais souvent, sur ce en quoi consiste pour eux le refoulement. Or, le défaut d'éclaircissement du processus même du refoulement conduit bientôt à parer ce dernier, le refoulement, de toutes les vertus par comparaison avec la triste situation où le refoulement fait défaut. Ce n'était certainement pas la position de Freud qui plaidait plutôt pour l'idée que le refoulement était foncièrement pathogène et que l'analyse était orientée vers la levée du refoulement, conçue comme une sorte de libération. Chez les spécialistes de la psychose, et de la psychosomatique d'ailleurs, la tendance serait plutôt inverse. Le refoulement et la culpabilité seraient respectivement artisans et témoins d'un fonctionnement ou d'une structure névrotique qui protégerait contre la psychose et la décompensation somatique. Indépendamment de tout jugement de valeur sur le refoulement, il me semble toutefois indispensable, pour qui se préoccupe de ce qui ne ressortit pas au retour du refoulé, d'expliciter la conception ou la théorie du refoulement à laquelle il se réfère et de justifier cette référence. Sinon, le flou qui entoure la notion de refoulement rend très incertaines les considérations sur ce qui est ressorti au non refoulé. Alors je me prononce donc brièvement sur ce point. L'intérêt majeur à mes yeux de la théorie de la planche, c'est qu'elle établit un lien indissociable entre le refoulement et le sexuel. C'est loin d'être le cas chez beaucoup d'autres auteurs. Cette théorie rend compte de ce lien, non seulement de façon convaincante, mais à ma connaissance, de la seule façon possible.
Et c'est aussi la seule théorie qui permet d'assumer complètement la centralité de la sexualité, tant au regard du fonctionnement psychique individuel que comme un variant anthropologique, qui transcende d'ailleurs toutes les variations de contexte social, historique et culturel. Donc c'est quand même, je crois, une des forces de cette théorie. Entre le sexuel et le refoulement, le lien est assuré par le message compromis, d'une part, je veux juste tout rappeler les choses, compromis par l'inconscient sexuel de l'adulte, et par la traduction de ce message énigmatique par l'enfant, d'autre part. Que la traduction soit incomplète et laisse un reste, ou que la traduction produise inévitablement une ombre ou une face cachée, ce qui n'est pas traduit constitue de toute façon un résidu qui, ne pouvant être manipulé par la pensée préconsciente, sédimente pour former l'inconscient. Le refoulement primaire est en quelque sorte le revers de la traduction et l'inconscient est tout entier sexuel. Le refoulé insiste ensuite et exerce une pression sur la pensée de l'enfant au point de lui donner des inflexions parfaitement involontaires qui constituent les différentes formes de retour du refoulé. Déformation des souvenirs, formation de souvenirs de couverture, production de symptômes, dérobade de la pensée et de la volonté dans les lapsus et les actes manqués, formation de contenu onirique manifeste par le travail du rêve, fantasme et fantasme diurne, fantaisie diurne. Voici donc comment, avec Jean Laplanche, personnellement, je comprends le refoulement. C'est à partir de cette conception que l'on doit définir ce qui, dans le fonctionnement psychique, ne relève pas du refoulement. Pour préciser donc comment je comprends au final, à ma façon, parce que c'est pas forcément la même que celle qui tombe directement de la suite de la lecture de Jean Laplanche, comment je comprends les limites de la traduction, donc, non pas au titre de résidu de la traduction, mais de ce qui, cette fois-ci, a totalement échappé à la traduction. Puisque la théorie de Laplanche, c'est une théorie traductive de l'inconscient. Comment rendre compte de ce qui a échappé à la traduction? Je dois revenir sur un point de la théorie traductive de l'inconscient. Laplanche parle d'implantation. Implantation du sexuel dans l'enfant par l'autre adulte. C'est ce terme d'implantation qu'il faut expliciter en tant qu'il désigne implicitement, me semble-t-il, la participation du corps de l'enfant. La participation du corps de l'enfant à l'ensemble du processus. L'effort de l'enfant pour comprendre et traduire ce message compromis de l'adulte est, me semble-t-il, un effort pour comprendre et traduire ce qui se passe dans son corps, ce qui s'éprouve en lui du fait de la rencontre avec l'adulte dans le corps à corps avec lui. Le message de l'adulte est l'incitateur de tout le processus, mais ce qui est à traduire est moins le message proprement dit que l'effet du message sur le corps de l'enfant, soit l'excitation qui naît de la communication avec l'adulte. Voilà comment je comprends les choses. On va voir. Or, cette communication première cette communication première ne passe pas que par des mots. Il s'en faut beaucoup. Elle passe par un corps à corps. Laplanche précise que ce corps à corps est mobilisé par l'attachement. Encore une proposition supplémentaire, extrêmement importante, attachement qui consiste, dit-il, qui constitue, dit-il, l'onde porteuse du message. Ce sont les émois éprouvés dans le corps par l'enfant au cours de cette communication première qui seraient à traduire. Le message à traduire est charnel. En retour de cette communication compromise, l'enfant qui cherche à comprendre et à traduire s'efforce de se saisir de cette expérience ou de cette éprouvée et de manipuler pour se l'approprier, pour le maîtriser en quelque sorte. Pour ce faire, il reproduit intentionnellement des mouvements, des efforts, une gesticulation, grâce à laquelle il parvient à retrouver et à répéter autant de fois qu'il le souhaite l'expérience corporelle de l'excitation qu'il cherche à décrypter. Ce faisant, il se porte vers le corps de l'adulte par une gesticulation qui, à son tour, fait message pour l'adulte, me semble-t-il. En ce sens, la mobilisation corporelle de l'enfant est ni plus ni moins qu'un agir expressif. L'adulte, à son tour, ému par cet effort de l'enfant, y réagit, pas seulement avec son instinct, sa cognition ou ses montages éthologiques innés, que Bowlby désigne sous le nom de retrieval en réponse à l'attachement,
le comportement de soin, je crois qu'on traduit comme ça, l'adulte réagit aux gesticulations de l'enfant, à cet agir expressif de l'enfant, avec son inconscient à lui. On retrouve ici ce que la planche caractérise comme une compromission de la communication par le sexuel. Si vous admettez cette communication de corps à corps, que je qualifierais de fondamentale, parce qu'elle est ce par quoi le sexuel prend corps, ou encore ce par quoi il s'implante dans l'enfant, d'une part, parce qu'elle constitue la fondation essentielle du sexuel, d'autre part, alors il sera possible de comprendre comment surviennent des impasses ou des accidents dans la dynamique de la séduction par l'adulte. Parce qu'au fond, ce qui échappe au refoulement ou à la traduction, ce serait, dans ce que j'en comprends, des accidents de la séduction. Ces gesticulations, ces jeux du corps, ces agirs expressifs qui viennent de l'enfant provoquent parfois des réactions incontrôlées chez l'adulte, qui viennent directement de son inconscient. Le corps de l'enfant, en effet, est terriblement excitant pour l'inconscient de l'adulte, précisément parce qu'il s'exhibe directement, sans filtration par la symbolisation langagière. Il arrive que l'adulte réagisse à l'agir expressif de l'enfant par une excitation qui le déborde lui-même, trop de séduction ou trop d'aversion. Il peut alors entrer en crise et par exemple frapper l'enfant. Je pense qu'alors la violence exercée sur le corps de l'enfant surcharge son moi, voire son appareil psychique entier. L'enfant ne peut plus penser, il ne peut plus lier l'excitation, et la surcharge provoquée dans le système perception-conscience entraîne l'effacement des traces de ce qui vient de se passer. Freud le précise dans le chapitre 7, la perception consciente est incompatible avec la mémoire. Ainsi, certaines tentatives de l'enfant pour commencer à maîtriser, traduire, penser, sont-elles anéanties par les réactions de l'adulte qui interrompt la communication. Le sexuel est pourtant, encore une fois, au rendez-vous de cet accident, dans la mesure où c'est bien l'inconscient sexuel de l'adulte qui, en réagissant excessivement, est à l'origine de sa crise et de la rupture de la relation avec l'enfant. Mais de cette dimension énigmatique, il n'y a pas de manipulation possible par l'enfant parce que ce dernier est hors d'état de penser et de mémoriser. J'achète la description de cette dynamique qu'on peut considérer comme une pathologie de la communication adulte-enfant générée par l'inconscient de l'adulte. Là où l'agir expressif de l'enfant a été barré de la communication avec l'adulte, se constitue comme une proscription. Faute de traduction, il ne peut pas y avoir de refoulement. Sédimentent à la place des parésies du corps, c'est-à-dire que des registres expressifs de la corporéité sont barrés de tout accès à la pensée. Ici, il n'y a pas de sexuel, parce qu'il n'y a pas de traduction ni de refoulement. Je parle ici de proscription pour faire la différence avec le refoulement. Et j'admettrai qu'à côté de l'inconscient refoulé, c'est-à-dire de l'inconscient proprement dit, celui dont parle la planche, existent des traces. Alors trace est un mauvais terme. Bon, existe quelque chose qui contribue à former un inconscient non refoulé, donc que j'ai proposé de nommer inconscient amential, mais ce terme ne plaît pas du tout à la planche, donc vous mettez beaucoup de guillemets. Il est en attente de transformation. C'est-à-dire inconscient en marge, non seulement de la traduction, mais de toute manipulation par la pensée. C'est pour ça que je l'ai appelé amential, mens mentis en latin. Du non pensable, non symbolisable, peut-être faudrait-il dire du non sémiotisé. Dans la conception que j'ai proposée de ce non sémiotisé, dans cette conception, donc, le non sémiotisé se caractérise par une absence qui se retrouve à deux niveaux simultanément. Le premier niveau est celui de la pensée, le second niveau est celui du corps. À ce qui n'a pu être sémiotisé des messages de l'adulte répond une agénésie spécifique du corps érogène. Ce qui n'a pu être sémiotisé ne peut pas non plus s'éprouver affectivement. À la place du pâtir, il y a de l'anesthésie, le vide, dont on connaît bien les révélations dans les psychoses, les états limites et les somatoses. Il en résulte que lorsque la rencontre avec l'autre, sur le mode de la rencontre érotique en particulier, mais aussi de toute rencontre impliquant une séduction, lorsque cette rencontre donc active ce registre frigide du corps, risque de survenir une crise psychopathologique. Cette crise résulte de l'expérience du vide où les fondements même de la subjectivité sont attirés, par où la subjectivité tout entière risque de s'échapper à elle-même. C'est l'expérience atroce de la vie
qui se dérobe à soi. Dans la cure, lorsque le travail de détraduction, pour reprendre le terme de la planche, approche ou révèle cette zone critique, naît l'angoisse chez le patient. C'est une angoisse de désubjectivation. La forme typique de cette angoisse, donc je vais vite, je l'appelle angoisse de dérocher, qui est un terme emprunté à l'alpinisme qui signifie la chute par perte de la prise sur une paroi rocheuse. On dit aussi plus trivialement dévisser. Dans certains cas, l'angoisse surgit directement du travail de liaison des liaisons dans l'analyse. Mais il arrive aussi que le développement d'angoisse puisse tout de même être différé grâce à la fameuse mise en latence. À la faveur du rêve, cet affect mis en latence peut parfois donner naissance à une hallucination onirique spécifique. Le passage de l'affect à l'hallucination onirique, est accompli par le truchement de la régression formelle dont il était question tout à l'heure. Régression formelle qui constitue la composante de loin la plus importante des quatre, à mon avis, que Freud rassemble sous le concept de travail du rêve. Dans le chapitre 6 et le chapitre 7 de la Traumdeutung, aussi bien que dans le chapitre 6 de Über den Traum, Freud soutient l'idée que la pensée subit une régression, en vérité une triple régression, topique, temporelle et formelle, et qu'elle se formalise autrement que par des associations de mots. Dans sa conception, cette régression n'affecte que la forme de la pensée, mais conserve son contenu. C'est sur ce point que je prends un peu d'écart par rapport à Freud. Par exemple, dans tout travail d'investigation scientifique, le chercheur parvient à une étape théorique qui est celle de la modélisation d'une découverte ou d'une démonstration. La psychologie cognitive n'a jamais pu rendre compte de cette étape de la pensée qui est aussi la plus créatrice. Je souligne créatrice. De son côté, le mathématicien René Thom soutenait que modéliser, c'est toujours géométriser. Pour résumer mon propre point de vue, je dirais que la modélisation, géométrisation, passe par une régression formelle qui permet précisément de figurer ce qui, jusque-là, n'existait pas dans la pensée. Et je crois que dans l'activité onirique, il arrive parfois que la régression formelle donne naissance à des figurations qui n'étaient pas présentes dans l'appareil psychique avant que d'avoir été rêvées. Revenons à l'affect, proche de l'angoisse de dérocher, qui a été mis en latence pendant la vie vigile. À la faveur de la régression formelle, permise par la somnolence du moi, cet affect trouve parfois l'occasion d'accéder à une première figuration. Si l'on reprend plus analytiquement le processus, je dirais que l'affect correspond, cet affect qui correspond à l'angoisse de désubjectivation, mise en latence, s'éprouve de façon élémentaire pendant le rêve. C'est-à-dire qu'il s'éprouve d'abord au niveau du corps, dans la passivité absolue, propre à tout affect, radicalisée ici par la paralysie du sommeil. Je vois ici, à partir de la clinique, deux issues possibles. La première est le développement d'angoisse pendant le rêve, conduisant à la crise de désubjectivation. Se produit alors un cauchemar de chute dans le vide, et le patient se réveille immanquablement dans un état de confusion mentale, avec tout son cortège de signes somatiques. La seconde possibilité est la figuration hallucinatoire d'un engagement du corps dans un agir absolument nouveau pour le patient, qui inverse exactement, en même temps qu'il triomphe d'elle, la figure du vide, et qui lui fait éprouver un sentiment de plénitude. Ce qui advient ici n'est ni plus ni moins que l'usage d'un nouveau registre expressif du corps, jusque-là absent du répertoire affectivo-expressif dont disposait le patient. Non seulement le rêve laisse une trace particulièrement nette au patient, non seulement cette trace provoque une réjouissance d'une intensité exquise, mais ce rêve fonctionne effectivement comme gardien du sommeil. La jouissance exceptionnelle éprouvée dans cette hallucination onirique est directement liée, me semble-t-il, à un accroissement de la subjectivité. Un rêve de cette sorte marque un tournant dans l'analyse. Il n'est pas rare que ce rêve inaugural déclenche dans les nuits qui suivent une salve de rêves qui mettent en scène l'usage de ce nouveau registre expressif. Il arrive d'ailleurs que cette période onirique féconde
soit d'autant plus impressionnante qu'elle rompt une longue période, parfois même une cure tout entière, sans rêve. L'intensité affective de ces rêves témoigne, à mon avis, d'un moment mutatif de la cure. Alors je fais quelques remarques. D'abord cliniques. Les faux espoirs. Dans une analyse, on a souvent l'impression qu'un patient souffrant d'une affection particulièrement grave, une psychose, une somatose, progresse bien, si l'on peut se permettre ce genre d'expression un peu sotte. On se prend à espérer qu'il est en train de vaincre sa psychose. Et puis voilà que quelques temps plus tard, une nouvelle crise survient qui ruine tous ces vains espoirs de progrès. Il me semble qu'il est possible de ne, si on peut s'exprimer comme ça, ne pas se laisser leurrer par les progrès d'un patient. Le cap ne sera véritablement considéré comme acquis, franchi, que lorsque le travail en cours aura donné naissance à un rêve figurant clairement l'avènement d'un nouvel agir expressif. A l'inverse, tant que ce rêve n'est pas advenu, la perlaboration du clivage entre deux inconscients ne pourra pas être tenue pour acquise. Bon, c'est un peu anecdotique, je passe à ma deuxième remarque. La régression formelle serait donc capable de créer du nouveau dans la pensée. À partir de la mise en latence, de l'angoisse, un nouveau travail de la pensée a bel et bien été initié par le travail du rêve. Troisième point. L'élaboration secondaire du rêve correspond déjà à un début de traduction. Ça mériterait quelques développements, mais je pense que c'est facile à admettre. Traduction de quoi, au juste? Du message de l'adulte, bien sûr, mais précisément de ce message qui avait fait l'objet d'une proscription, dans le cas présent, c'est-à-dire d'une mise hors jeu de la traduction. Mais comment donc ce processus permettant de surmonter la proscription, pas le refoulement, a-t-il été rendu possible? Comment se fait-il que le travail du rêve ait pu s'emparer de ce qui jusque-là échappait à toute préhension psychique? Alors répondre à cette question supposerait d'assez longs développements métapsychologiques qui portent sur l'en-deçà du rêve, c'est-à-dire ce qui est avant le rêve, et plus précisément sur ce temps que constitue la mise en latence. Bon, mais ça ferait vraiment trop long, je laisse de côté pour l'instant. Je m'en tiendrai seulement à dire que dans la préparation, en quelque sorte, des ingrédients mis à la disposition du travail du rêve, le travail de l'analyste est essentiel. Ce travail spécifique de l'analyste, me semble-t-il, peut être décrit avec précision à partir de deux concepts métapsychologiques avancés par la planche. Le refusement, ou le commentaire sur le refusement, la frustration, un élément essentiel de travail de l'analyse, de l'analyste aussi, et le transfert en creux, qui est d'autre part. Mais bon, je vais ici en rester à indiquer seulement ces orientations théoriques. En tout cas, ces deux temps, ces deux caractéristiques du travail de l'analyste sont essentielles pour préparer en quelque sorte la mise en latence. Insister sur le travail spécifique du transfert en creux, que définit la planche, c'est indiquer que la puissance figurative ou figurante de la régression formelle sur ce matériel, non sémiotique, n'a rien de magique. Il est foncièrement lié, ce travail, au travail de l'analyse. Alors, il se peut toutefois qu'hors de l'analyse, un processus semblable puisse se produire spontanément. Il s'ensuit alors, au cœur de ce que de nombreux auteurs, à commencer par Freud, ont cherché à cerner dans le génie créateur, qui puise, je crois, électivement dans cette ressource inouïe de la régression formelle. Bon, j'avais fait une allusion tout à l'heure à propos de la modélisation. Il y a indubitablement dans cette dynamique régressive, élaborative, quelque chose de génial, au sens où il s'agit bien d'une genèse des nouveaux, qui force l'admiration, que ce soit chez l'artiste ou chez le patient qui l'accomplit dans l'analyse. Cinquième remarque, le processus accompli ici par le rêve appartient au travail du rêve, stricto sensu. Il s'agit en somme de la figuration du non sémiotisé ou du non figuré. Ce processus qui mobilise, via la régression formelle, le pouvoir du corps érogène de s'accroître, constitue, me semble-t-il, la première étape d'une sémiotisation. Cette remarque a son importance dans la discussion métapsychologique, parce que la régression formelle, qui permet d'ouvrir la voie à la figuration, est fondamentalement une propriété et un pouvoir du corps. Freud, à propos de la dite régression formelle, ne va pas au-delà de son repérage.
de sa caractérisation et de sa nomination. D'où vient donc la figurabilité, dont tout rêve témoigne? Freud ne répond pas à cette question, il ne la pose même pas de façon explicite. Mais il me semble qu'il est possible de montrer que Freud est quand même en fait très travaillé par cette question, aussi bien dans le projet de psychologie scientifique que dans l'interprétation du rêve, et même dans l'article sur le clivage du moi. Répondre à cette question de la figurabilité, de possibilité de figurabilité, est peut-être possible, mais ça suppose de mobiliser des références que je pense Freud lui-même ignorait, que je ne vais pas reprendre maintenant, qui sont très, très intéressantes parce que des gens se sont posé la question déjà bien avant Freud et avaient donné des réponses, qui me semblent d'ailleurs très intéressantes et tout à fait valables. Quoi qu'il en soit de la pensée à cette question, le travail du rêve comme perlaboration de l'inconscient, entendez l'inconscient immancial ou proscrit, c'est-à-dire comme figuration du non sémiotisé, suggère que la première étape de tout processus de symbolisation n'est pas verbale, mais corporelle. La métapsychologie du rêve, ici, ne saurait apporter de l'eau au moulin de la conception, disons, qui est devenue quand même assez banalisée, et à partir de Lacan, la conception du symbolique. Je pense que c'est une avant-dernière remarque. Le travail de traduction qui se déploie à partir du temps dévolu dans le rêve à l'élaboration secondaire réinitialise le processus propre à la traduction. En d'autres termes, la régression formelle, via la figuration, peut enrichir l'inconscient sexuel refoulé. C'est pourquoi j'ai proposé dans le titre de l'exposé « Bâtisseur de l'inconscient ». Quelque chose qui n'était pas sémiotisé le devient et à ce moment-là peut commencer à passer du côté du processus de traduction. Ce processus, c'est ma dernière remarque, de figuration, rendu possible par la régression formelle, relève en propre, et je dis du travail du rêve. Il me semble logique de désigner cette composante du travail du rêve par le terme d'élaboration primaire du rêve. Ainsi, le temps de création du rêve serait celui de l'élaboration primaire du rêve, tandis que le temps de traduction-refoulement serait celui de l'élaboration secondaire. Alors, je peux donner un exemple clinique de cette perlaboration du proscrit, c'est-à-dire de ce qui est exclu de la subversion libidinale par le rêve. Mais je ne sais pas si on a le temps. Oui. Bon, alors c'est pas très long. Il s'agit d'un patient de 40 ans. Donc c'est pour situer un peu, camper le décor quand même de ce que c'est que cette perlaboration par le rêve dont j'essaie de parler. Il s'agit d'un patient de 40 ans en analyse depuis une dizaine d'années. Depuis l'âge de 22 ans, il présente des crises d'angoisse paroxystique pour lesquelles il est traité par des antidépresseurs majeurs et des sédatifs. Son père souffrait de troubles du comportement, il faisait aussi, ce père, des crises d'angoisse et hurlait. Mais il pouvait aussi être emporté par des raptus violents. Lorsqu'il était adolescent, ce père frappait sa sœur. Mais les grands-parents préféraient leur fils à leur fille et se contentaient, face à ces exactions, de reproches de pure forme. Un jour, il s'était jeté sur sa sœur et avait tenté de l'étrangler. Ça avait été assez mal, et par miracle, elle avait réussi à échapper à l'étreinte de son frère, c'est-à-dire donc du père de mon patient, et s'était réfugié à l'étage supérieur chez des voisins qui l'avaient mise à l'abri. Lorsque le patient était enfant, mon patient, les parents avaient déménagé dans un pavillon. Âgé de 12 ans à l'époque, demeurant chez les grands-parents pendant le déménagement, il ne s'était rendu à ce pavillon que le lendemain matin. Il avait été accueilli par les parents sur le seuil de la maison. La mère était encore en robe de chambre. Le père avait aussitôt pris la parole. En venant au pavillon, ils avaient eu un accident de voiture. Il avait fallu freiner brutalement, et c'était pour cette raison que la mère avait des ecchymoses sur le visage et un œil au beurre noir. Le pare-brise. Bon. C'était le genre de choses quand même qui se produisaient dans cette famille. Quant à mon patient, il n'avait le souvenir d'aucune violence de son père contre lui. Par référence donc à ce que j'ai indiqué des agénésies du corps érogène, en rapport avec la proscription de certains agirs expressifs, il est possible d'identifier que ce patient vit dans un corps où ce qui manque, c'est la sémiotisation de l'engagement des bras dans des gestes expressifs comme celui d'embrasser, au sens étymologique du terme, prendre dans ses bras, envelopper
développer de ses bras un corps. Le diagnostic d'un trouble de ce genre, pas toujours facile, précisément parce que ce qui caractérise ce trouble, c'est que quelque chose de l'engagement du corps manque de modalités d'apparition dans la parole du patient. Or, on ne travaille en analyse qu'avec ce qui vient par la parole ou ce qui est par la parole encore désigné comme manquant. Or ici, il n'y a ni apparition ni signalement d'un manque par le patient. Pour repérer ces agénésies, il faut donc que l'analyste aille les chercher. Force est d'en passer ici par un détour phénoménologique, c'est-à-dire par la phénoménologie du corps érogène. Alors c'est un choix, une posture, un choix épistémique aussi, que d'être constamment, tout au long de l'analyse, attentif à la façon dont le corps est habité subjectivement et dont il est aussi, dans certaines zones, inhabité. Ce trouble peut probablement se repérer dans tout ce qui est produit par l'analyse, mais on peut quand même reconnaître que certaines situations plus que d'autres, ou certains matériaux plus que d'autres, se prêtent à cette recherche de la géographie du corps érogène et de ses défauts. Quels sont les gestes possibles et les gestes absents ou proscrits des pratiques auto-érotiques, d'abord, facile à savoir, facile à voir, autant du corps à corps d'ailleurs, autant que du corps à corps dans la rencontre amoureuse, c'est le deuxième matériau, et le troisième, c'est les rêves. Deux éléments, d'où l'intérêt évidemment de connaître presque la phénoménalité de la vie sexuelle, et pas seulement comme avec un surplomb comme ça, mais connaître un peu comment le corps est engagé et comment le patient, faire attention à la façon dont le patient parle de ça. Deux éléments sont indirectement significatifs chez ce patient. Les zones du corps qui sont exclues du corps à corps. Généralement, ce sont les baisers ou les caresses sur telle ou telle partie du corps, ou ce qui mobilise exhibitionnisme ou voyeurisme, etc. Je dis bien exclu, radicalement exclu. Ce qui suppose un accord au moins tacite entre partenaires. C'est intéressant, mais dans la vie sexuelle, c'est très fréquent qu'il y ait des choses pas possibles, absolument impossibles, sans lesquelles d'ailleurs, si l'alliance entre les deux partenaires n'est pas maintenue sur ce qu'il ne faut pas faire, dans la rencontre érotique, si on ne prend pas la précaution, ou si à certains moments on déborde ce qu'il ne faut pas appeler par les gestes, les agirs expressifs, alors on déclenche une crise et rupture de la relation. A l'inverse, lorsque ces zones exclues du corps érogène sont sollicitées, donc quand l'alliance est rompue, ça déclenche généralement une crise d'angoisse. Ni une culpabilité, ni une honte, ni une frigidité, mais une crise d'angoisse. L'autre variante, c'est carrément la crise violente, qui est totalement imprévue, qui survient comme ça, de façon incompréhensible, si on n'a pas cette référence à la question du corps érogène et de ses impasses. Je souligne qu'il faut aller à la recherche de ces agénésies parce qu'il n'y a aucune chance que le patient en parle dans la mesure où lui-même ne le sait pas. Je suis donc, chez ce patient, parvenu à identifier que l'embrassement et l'effusion de l'embrassement manquent à l'appel. Il faut reconnaître que c'est un trouble suffisamment massif de toute façon pour qu'il ne soit pas aussi difficile que d'autres sans doute à mettre en évidence. Lorsque le patient revoit pour la première fois son père, après 18 ans de séparation, aucune effusion, aucune embrassade. Il se salue comme si c'était vu quotidiennement, pratiquement. Les épisodes d'angoisse à la suite de cette rencontre reviennent, il les sent venir, ça s'annonce par des signes abdominaux, l'impression de se vider de sa substance, la crise anxieuse est terrible et prend la forme d'un raptus. Il distingue parfaitement entre son angoisse habituelle et, disons, ses angoisses habituelles et les raptus qui n'ont rien de commun avec elles. Encore que les angoisses hypocondriaques puissent parfois dégénérer. Progressivement, il ne supporte plus le bruit. Une sorte d'hyperesthésie généralisée. Le bruit des voisins en particulier le rend fou. Il perd la capacité de penser, le vide s'installe dans le corps, puis vient la chute. Une impression de gouffre sans fond, effrayant, dans lequel on tombe sans que cette chute puisse avoir de fin. C'est assez banal en clinique, hein, mais bon. Cette angoisse est tellement intolérable qu'elle pousse le patient irrésistiblement vers un geste suicidaire. Se tuer est la seule solution pour arrêter cet état qui est absolument intolérable. Par 2 fois, il avale tous ses médicaments et se retrouve hospitalisé. Mais le plus préoccupant, c'est bientôt le métro. Lorsqu'il est sur le quai, il sent que ça fait venir les prodromes de l'angoisse
l'angoisse de dérocher, celle que j'appelle l'angoisse de dérocher, il est de plus en plus souvent au bord du raptus et sent monter en lui une envie impérieuse de se jeter sous la rame de métro. D'une séance à l'autre, le patient s'engage dans la seule voie qui lui semble encore possible pour tenter d'arrêter la désorganisation de sa pensée. Essayer de décrire avec toujours plus de précision ce qui s'éprouve en lui dans la montée de l'angoisse de dérocher. Ça, c'est vraiment le travail de l'analyse, hein, et déjà un certain entraînement, on pourrait dire. Et il parle du métro. Et il me fait peur. Je crains vraiment la délivrance par le suicide. Les médicaments dont les doses sont augmentées, aussi bien que les changements de traitement, rien n'y fait. Au terme d'une de ces descriptions, je lui dis que si un enfant, bon, c'est une interprétation, hein, ce qu'elle vaut, bon, c'est pas une interprétation, c'est une intervention. Je lui dis que si un enfant éprouvait soudain la peur de tomber sous le métro, qu'est-ce donc qui serait susceptible de le calmer? Qu'un adulte le prenne dans ses bras et le serre fort contre lui jusqu'à ce que le calme revienne. Il ne proteste pas, l'angoisse de dérocher s'éloigne et j'arrive maintenant au rêve. Bon, voilà la préparation en quelque sorte des choses. Il y a pas mal de rêves, mais voilà. Il se voit dédoublé en deux corps. Il va prendre un bain ou une douche. Il y a des gens et il se porte lui-même. Ce corps est comme celui d'un vieillard qu'il doit porter dans ses bras, comme on porte, il ne parvient pas à préciser sa pensée, et il le baigne. Mais il voit aussi son dos, ce qui n'est pas possible, précise-t-il, et il sent le contact de ce corps qu'il porte et son poids, et c'est lourd. Dans ce rêve, enfin, se trouve représenté ce qui a toujours fait défaut, ce portage par un homme qui est l'antithèse figurée de l'angoisse de dérocher, et cela pèse de plus en plus lourd. C'est-à-dire que se figure l'inverse de la sensation de vidange et de désubstantialisation. Enfin, et ce point est capital, il se porte lui-même. Pour moi, c'est assez important, parce que, me semble-t-il, ça signifie qu'il a relayé l'analyse par un rapport de soi à soi. On est maintenant dans ce qu'on pourrait appeler l'intrasubjectivité stricto sensu. C'est bien le baquet. Il a fait ensuite un rêve qui l'a passablement étonné. Juste après, c'est la salve de rêves qui vont reprendre ce thème. Son père venait de perdre son propre père. Il semblait triste. Mon patient s'approche de lui et le prend dans ses bras pour le réconforter. Bon, je m'arrête là, il y a d'autres rêves après, mais c'est pas important, vous avez compris à peu près de quoi il s'agit. Ces deux rêves figurent l'agir expressif qui, me semble-t-il, était exclu par l'agénésie du corps érogène. D'un mouvement d'embrassement entre lui et son père, il n'a non seulement aucun souvenir, mais il ne lui venait même pas à l'esprit que cela pouvait lui manquer, ni que cela pût être inhabituel. Ce patient, jusqu'au rêve, pensait qu'entre un père et un fils, il ne pouvait pas y avoir de rapprochement de ce type. Et s'il en entendait parler, il savait bien que ça existait quand même, s'il en entendait parler par la littérature ou le cinéma, il pensait que cela appartenait seulement à l'imaginaire littéraire ou cinématographique, mais pas au monde ordinaire. La perlaboration de ce qui était jusque-là clivé de l'inconscient sexuel ouvre ultérieurement sur le travail propre de traduction du message de l'adulte. Dans ce cas précis, on remonte à la pathologie du père qui, malgré une intégration sociale très réussie et un succès professionnel incontestable, avait, au cours des crises, au cours de plusieurs crises, plusieurs fois, failli tuer par strangulation sa sœur, puis sa femme, comme je l'ai indiqué précédemment. On peut ainsi, après coup, reconstruire les choses. Lorsqu'enfant, le patient manifestait à l'endroit de son père un désir d'étreinte, par ses gesticulations, par ses appels, je ne sais pas, il déclenchait, peut-être chez ce dernier, une crise d'angoisse et de hurlement. Le corps à corps entre le fils et le père pouvait déclencher l'excitation meurtrière du père, ou au moins de la violence, contre le corps de ce fils. Je pense que cette violence peut, dans certains cas, arrêter la pensée de l'enfant. Cette dimension qui compromet la communication entre l'adulte et l'enfant donne un message qui ne peut pas être traduit. L'enfant s'en sort mutilé par une agénésie de l'agir expressif, mais aussi par un défaut consécutif de formation de l'inconscient sexuel refoulé. La cure analytique peut relancer le processus de traduction si le message, fût-il compromis, passe. Il ne peut pas, à partir du secteur clivé de l'inconscient, passer directement par le préconscient. C'est par le truchement, me semble-t-il, de la régression formelle du rêve que l'angoisse peut donner naissance à une figuration dont le préconscient peut alors se saisir. L'incitation du rêve, ici,
c'est le transfert en creux. Je pourrais l'argumenter très longuement à partir de ce cas, pour autant que le refusement de l'analyste ne cède pas d'un pouce sur la théorie de la compromission par l'inconscient sexuel de l'adulte. On sait que Freud n'était pas satisfait de ses conclusions théoriques sur la régression formelle, en particulier sur le caractère hallucinatoire de la dite régression. La planche le signale. Il n'y a pas à chercher comment un supplément d'intensité peut s'ajouter à une perception pour la transformer en hallucination. Problème qui ne cessera de hanter Freud, dit Laplanche, et auquel il donnera des solutions les plus diverses et les plus contradictoires, depuis le projet de psychologie scientifique jusqu'au complément métapsychologique à la doctrine du rêve. Dans ce dernier texte, c'est toujours Laplanche qui parle, il semble que Freud échoue finalement sur la difficulté majeure qu'il soulève. Une régression très poussée à des images mnésiques visuelles très nettes peut se produire sans pour autant que nous les tenions un instant pour une perception réelle. Je reviens pour finir à Freud. Résumons ce que c'est Freud qui parle, ce que nous avons appris sur cette particularité qu'a le rêve de refondre son contenu de représentation en images sensorielles. Ce caractère du travail du rêve, nous ne l'avons pas expliqué, par exemple en le ramenant à des lois communes de la psychologie. Mais nous l'avons isolé comme renvoyant à des rapports inconnus et l'avons distingué par le nom de caractère régrédient. C'est Freud qui parle. Puis il ajoute « Il est bien possible que cette première partie de notre approche psychologique du rêve ne nous satisfasse pas particulièrement nous-mêmes. Nous nous consolerons en nous disant que nous sommes bien obligés de construire en pleine obscurité. Si nous ne sommes pas totalement tombés dans l'erreur, nous devons, à partir d'un autre point d'attaque, tomber à peu près dans la même région, et dans celle-ci, nous nous y retrouverons peut-être mieux. » Ainsi, Freud s'exprime-t-il sur la régression formelle et sa place dans le travail du rêve. Voilà. Alors j'ai essayé de partir d'un autre point d'attaque, comme le recommandait Freud, pour essayer de tomber à peu près dans la même région. Voilà. Alors est-ce que c'est bien le cas? On va voir. Merci beaucoup pour votre patience. C'est à moi que voilà, Jean. Je vais vous donner la parole. Bon. Bon, c'est tout à fait passionnant. Et puis, cette question de régression formelle est au centre de la question. Bon, c'est ce qu'il faut travailler. Hein. Mais je vais d'abord me faire l'avocat du diable. Le diable étant Freud, en l'occurrence. Il y a environ 2 semaines, nous avons reçu, je dis bien nous, c'est-à-dire l'équipe directrice des traductions de Freud, nous avons reçu un email, bon, chose que je ne reçois jamais parce que je ne sais même pas manipuler ce genre d'instrument. Donc nous avons reçu un email par l'intermédiaire de notre éditeur qui, malgré le fait que, paraît-il, ça marche très bien, qui vend beaucoup d'exemplaires, qui refait une nouvelle édition, bon, c'était un email de critique. C'était un email d'un Canadien qui critiquait notamment la traduction de Traumarbeit par travail de rêve. Parce que dans la trame de Thom, nous disons travail de rêve et non pas travail du rêve. Comme disons processus de rêve et non pas processus du rêve. Nous en sommes expliqués. Nous avons beaucoup travaillé sur cette question parce que l'allemand ne permet pas de décider. Nous avons beaucoup réfléchi là-dessus pour dire que quand il s'agissait de l'équivalent de l'adjectif onirique, c'est-à-dire qui a rapport au rêve, nous disions de rêve.
Et quand il s'agissait du verbe travailler, c'est-à-dire si le rêve travaille, on aurait dit travail du rêve. Or, là, le diable vient parce que Freud, en effet, nous dit dans les textes que vous nous rappelez que le rêve ne travaille pas. Hein? Bon. C'est donc la mise en question de cette idée que le rêve ne travaille pas, il ne pense pas, il ne calcule pas, dit Freud aussi. Bon, il est le résultat d'un travail de l'appareil psychique, mais le rêve n'effectue pas de travail. Or, évidemment, toute la question de la psychanalyse depuis un certain nombre d'années, je pense à un numéro spécial sur le rêve, déjà dans la nouvelle revue de psychanalyse. J'avais aussi un passage là-dessus dans mon volume du Baquet. Bon, savoir si le rêve pouvait être autre chose que, en effet, l'expression déformée d'un souhait inconscient, comme le veut la doctrine freudienne. Donc ce type, ce correspondant, pour terminer sur lui, disait « Mais si vous ignorez que le rêve travaille, et quand Freud parle de Traumarbeit, il veut dire que le rêve travaille. » Alors justement, il se mettait le doigt dans l'œil parce que pour Freud, encore une fois, c'est bien un travail de rêve, et vous avez tout le temps parlé de travail du rêve, ce qui veut bien dire que vous vous situez sur l'autre versant, celle où le rêve effectuerait une élaboration, perlaboration, quelque chose comme ça. C'est-à-dire travaillerait autre chose que lui-même. Hein, et serait autre chose qu'une simple expression. Mon premier point, qui a l'air terminologique, mais qui est comme ça, c'est quand même important de traduire, même si on n'est pas d'accord avec la pensée de Freud, de traduire Freud en accord avec sa propre pensée. Autre chose de diabolique chez Freud et dans la théorie du rêve, qui m'a toujours frappé, c'est ce qu'il dit des paroles dans le rêve. Il nous dit que les paroles dans le rêve ne doivent jamais être prises pour leur sens, ne doivent pas être traduites en d'autres choses. Je ne sais pas, par exemple, prenez la porte, ne peut pas être traduit en sortez. Bon. Les paroles dans le rêve doivent être prises dans leur contenu littéral. Ce sont des paroles qui ont été prononcées telles quelles, ou éventuellement par morceaux, mais enfin, ce sont des morceaux de réalité sans aucun sens qui doivent se retrouver dans les associations. C'est-à-dire que prenez la porte, peut-être qu'il y a en effet, c'est peut-être dissociable entre porte et prenez, mais enfin, peu importe, les mots prenez la porte ne renvoient pas à l'idée, à l'ordre de sortir, mais ils renvoient métonymiquement, pourrait-on dire, aux circonstances dans lesquelles les paroles ont été prononcées. Ça, c'est la doctrine de Freud. C'est-à-dire que quand vous trouvez une parole dans un rêve, vous n'avez pas à chercher ce qu'elle veut dire, vous avez à chercher quand elle a été prononcée. Par exemple, je ne sais pas moi, sauf qui peut, eh bien, vous avez entendu, là, sauf qui peut, alors que vous étiez en train d'embrasser votre fiancé, admettons, eh bien, c'est la seule chose importante, c'est le renvoi métonymique des mots, sauf qui peut, qui en soi n'ont aucun sens dans le rêve, à embrasser ma fiancée, etc., mon rapport à ma fiancée, etc. Bon. C'est très absolutiste. Freud n'en apporte jamais la preuve. Ça fait partie, je pense, de sa doctrine même. C'est-à-dire que, alors je vais revenir à la question de message, que pour le rêve, il n'y a pas de message. Et c'est évidemment ce qui est très scandaleux. Il n'y a pas de parole prononcée par quelqu'un, il y a simplement, comme incitateur du rêve, des situations où des paroles peuvent être là, mais comme des fragments de réalité, au même titre que cette lampe se trouve sur cette table. Ça n'a pas plus de sens d'entendre, sauf qui peut dans le rêve, que de voir si je rêve et je rêve de cette lampe, par exemple.
Alors, le seul moment, je reviens un peu sur ce que j'ai dit dans mon texte sur faut-il réécrire le chapitre 7. Le seul moment où Freud a l'air de se rapprocher de la notion de message, c'est, chose très curieuse, c'est à propos de la télépathie. Et il dit, vous savez, de grands débats sur la télépathie, je ne crois pas à la prémonition, mais en revanche, je n'ai rien contre la télépathie, c'est-à-dire je n'ai rien contre la communication à distance. Il y a peut-être des possibilités d'ondes qu'on ignorait, mais dans la simultanéité, je n'ai rien a priori contre la télépathie, c'est-à-dire qu'on rêve la nuit que son fils est mort à la guerre, ou même qu'on se réveille en pensant que le fils est mort, et qu'en effet, on vous apprenne le lendemain qu'à cette heure-là, il est mort. Bon, je n'ai rien là contre, dit Freud. Mais, dit-il, ça ne change rien à la doctrine du rêve, parce que les messages télépathiques eux-mêmes ne sont pas des messages. Il emploie le terme de Botschaft, mais les messages télépathiques ne sont pas traités par le rêve comme des Botschaften, comme des messages. Ils sont traités par le rêve comme tout autre élément matériel, comme tout bruit dans la rue, dit-il, ou comme toute parole, puisqu'il nous a déjà dit que toute parole prononcée était à prendre uniquement pour sa matérialité. Vous voyez, là, je me fais l'avocat quand même de quelque chose de très... pas l'avocat, mais du diable, quand même de quelque chose d'extrêmement radical dans le mécanisme, n'est-ce pas, de l'accomplissement de souhaits, et dans le fait que pour Freud, l'incitateur du rêve ne peut pas être un message. Donc, et aussi, dit-il, les paroles de l'analyste, c'est la même chose. Les paroles de l'analyste dans un rêve ne sont pas à prendre pour leur contenu, elles sont à prendre pour le moment où il les a prononcées, le contexte, etc. Voilà le premier point sur lequel nous sommes en discussion. Évidemment, il faut se rendre compte que, comme Socrate disait qu'il fichait Parménide par terre, là, faut y réfléchir à deux fois avant de fiche Freud par terre pour dire que non, il y a du travail du rêve, c'est-à-dire le rêve a une fonction élaboratrice. Ceci d'autant plus que Freud avait autour de lui déjà des gens qui disaient que le rêve avait une fonction élaboratrice, et ce n'étaient pas les meilleurs, puisque c'était les gens type Silberer, c'est-à-dire des gens qui disaient que les Jung, c'est-à-dire que le rêve avait une fonction anagogique, c'est-à-dire ça permettait d'élever le sujet vers des significations supérieures à partir de son inconscient. Donc cette idée d'un travail du rêve n'a pas forcément de bons antécédents. Voilà. Alors, c'est pas pour dire qu'il faille pour autant abandonner la question. Alors, la question du sommeil, moi, je ne pense pas que le moi est aux limites, dit Freud, et c'est une assez belle image. Le moi est aux limites du sujet pendant qu'il dort. Mais j'ai toujours pensé, un peu avec Jouvet, mais là, Tassin, convaincrait peut-être, je ne vois pas que ça change grand-chose finalement, qu'on pouvait inverser la formule et dire qu'au moins partiellement, c'était le sommeil qui était le gardien du rêve, que c'était le sommeil qui protégeait le travail, cette fois le travail du rêve. C'est-à-dire que ce travail d'élaboration était comme dans une espèce de coque. D'ailleurs, n'est-ce pas le sommeil paradoxal entre deux sommeils différents, une espèce de coque où serait protégé. Ça ne me paraît pas, de toute façon, très, très important pour nos discussions. Ça l'est peut-être pour vous. Moi, je viendrai peut-être à l'exposé de Tassin. Je ne suis pas sûr que dire que tout rêve se produit à la seconde du réveil
ça change vraiment grand-chose à nos problèmes, à nous psychanalystes. Alors, ce que vous dites bien, n'est-ce pas, c'est que le problème est celui de ce que Freud appelle l'incitation ou l'incitateur, voire le provocateur du rêve. C'est-à-dire, il nous dit, comme vous le rappelez, le plus souvent, ce sont des bagatelles. Encore une fois, dire des bagatelles, ça veut dire c'est pas du message. Hein. C'est le chien écrasé dans la rue, c'est le fait divers, mais ça ne vous est pas envoyé par quelqu'un qui vous balance un chien par-dessus la barrière, disons, là c'est un message. Mais si vous voyez un chien, c'est une bagatelle. Et vous dites, mais il y a quand même des cas où, malgré tout, Freud n'en parle pas beaucoup, parce qu'à ce moment-là, il ne parle plus que des bagatelles, alors que l'intéressant, pour nous, c'est de savoir qu'est-ce que devient un message. Que devient un message, par exemple, dans l'analyse, mais aussi bien dans la vie courante, que devient un message lorsque le rêve s'en saisit. Alors là, nous sommes tous les deux en fonction sur un modèle de l'appareil clivé, avec une partie, disons, grossièrement psychotique, une partie grossièrement névrotique, pour aller vite, n'est-ce pas ? Du côté d'une non, pourquoi pas aminciale? Pour moi, je refuse l'idée d'inconscient amincial, parce que pour moi, tout est mental, et que je veux pas entrer dans une dialectique âme-corps et dans l'idée de mentalisation. Pour moi, les messages, par définition, sont déjà du mential, et les messages implantés par l'autre sont éminemment du psycho-mential ou du psychosomatique. Et donc, je pense qu'il n'est pas plus amincial que tout autre, et que tout autre phénomène psychique, ni plus ni moins. Bon. Donc, en tout cas, bon, moi je dis volontiers, d'abord je voulais proposer l'idée de sous-conscient ou de subconscient, par provocation, pour dire que, en effet, dans le cas de l'inconscient implanté, non encore traduit, bon, je ne sais pas si ça a l'air très compliqué, ce que je suis en train de dire. Bon, le schéma du refoulement par Freud suppose 2 temps. Il le dit encore dans le texte sur remémoration, perlaboration, répétition que nous sommes en train de traduire. Il fait un sort à part pour les expériences vécues qui, dit-il, sont enregistrées et ne seront comprises et traduites qu'ultérieurement. Donc il dit bien que le phénomène de la traduction se passe en 2 temps, un temps d'une simple inscription et un temps de reviviscence du message, de l'intérieur cette fois, ce qui fait qu'il est traumatisant en même temps, et donc un temps de reviviscence qui provoque traduction. Ce texte est presque un texte de la théorie de la séduction généralisée, il y a 4 lignes, mais enfin ça suffit pour dire qu'il est quand même pas très loin à nouveau de ces idées. Alors, psychotique, c'est un abus, parce que si tout refoulement et toute traduction passe par ce temps-là, ça veut dire qu'il y a des tas de messages qui ne sont là que provisoirement, qui sont là comme au purgatoire, mais non pas à l'enfer, qui sont au purgatoire en attendant d'être traduites. Hein. Donc, moi, je suis assez pour l'idée qu'il existe chez l'enfant et peut-être également chez l'adulte tout un stock, pourrait-on dire, de messages non traduits, à traduire, énigmatiques, dont certains, en effet, ne peuvent pas être traduits pour des raisons intrinsèques ou intersubjectives, mais dont d'autres seront peut-être un jour. Et justement, je pense que c'est là que le schéma du rêve et de la survenue d'un autre message incitateur du rêve
qui va chercher avec ce qu'il appelle, il y a quand même un schéma assez que j'ai mis en rond, n'est-ce pas, le schéma du cylindre. Bon, mais il nous dit c'est un trajet plusieurs fois coudé. Ça veut dire qu'il y a des allers-retours. Le message arrivant, pour lui, c'est pas du message, c'est du réel, c'est de l'événementiel. Encore une fois, ce sont des bagatelles. Enfin, moi, je pense que c'est pas des bagatelles, que ce message va chercher, d'une part, des éléments inconscients, puis peut-être aussi des éléments implantés, non encore refoulés, qu'il y a une espèce de remise en circulation. Et vous n'en avez pas dit beaucoup plus sur la question de la régression formelle, mais c'est sûrement là-dessus qu'il va falloir travailler. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Pas grand-chose, encore une fois. Pas trop d'enthousiasme. Attention aux faux espoirs, dites-vous. La conception freudienne qui n'est pas créatrice, mais simplement expressive du rêve, disons expressive pour aller vite, d'accomplissement, pour dire que selon ces termes, la fonction d'accomplissement reste quand même prépondérante et la fonction créatrice, néo-créatrice, de refouler et par conséquent d'énergie libidinale, j'y tiens beaucoup, mais il faut faire attention à ne pas tout mettre sous ce chef-là. Hein. Voilà tout ce que je voulais dire pour le moment. Pour le moment. Merci. Voilà. On passe par la salle. Non, on passe par... Bien. Allez, on passe par les questions de la salle ou les commentaires. Le micro est à... C'est ça les deux temps, hein. Là, on est dans le premier temps. Le deuxième temps, va se dire. Deuxième, on a entrepreneur de si longtemps, là. C'est l'implantation. Oui, enfin, c'est difficile d'intervenir, de poser une question après un dossier riche exposé, une discussion aussi d'un tel niveau. Il y a simplement une chose qui m'a frappé, je pense que Jean Gilibert aurait pu le dire aussi, puisqu'il nous le rappelle souvent. Vous avez dit au départ que le rêve était la voie royale qui mène à l'inconscient. Il me semble que Freud dit que c'est l'interprétation du rêve qui est la voie royale. Est-ce que ça fait une différence pour vous? Oui. Grâce aux deux orateurs, on est au cœur d'un problème suraigu. Alors, je serai bref. Le travail de rêve est quand même un travail du rêve. Je crois qu'on ne peut pas verser au compte de la mécanique rhétorique uniquement, non pas, en effet, le message, Laplan vient de le rappeler, le travail de rêve n'est pas concerné et ne concerne pas le message. Mais je crois que ce qu'il faut interroger profondément, c'est la notion de travail, qui n'est pas production, qui n'est pas une production, qui n'est pas une métamorphose. La notion de travail suppose une extériorité.
elle est contre. Le travail, c'est toujours contre quelque chose pour gagner quelque chose. Alors, sans réconcilier les neurosciences et la psychanalyse, parce que je ne vois pas, à vrai dire, la planche à raison, c'est pas là le problème. Et la notion de travail qui suppose une extériorité, aussi bien dans le deuil, le travail du deuil, il y a une extériorité qui est la perte de l'objet. Dans le rêve et le travail de rêve, qui de toute façon, même si on ne veut pas être dans l'intentionnalité, ce que Freud refusait, même quand il fréquentait Brentano, la notion de travail suppose donc cette extériorité et ce travail contre quelque chose. Et il est certain que le sommeil, dans son énigme, car moi les neurosciences ne m'ont pas expliqué, si j'ose dire, ce qu'est l'énigme du sommeil, les Grecs disaient hypnos thanatos, bon d'accord, c'est là quelque chose. Ce n'est pas une production. Le travail, bon, Marx, c'était la tentation de Marx et la tentative de Marx de séparer, et il n'y est pas arrivé, le travail de la production. Mais chez Freud aussi, c'est un... alors comment, pourquoi, comment, pour en revenir, comment Freud peut-il parler du rêve comme prototype du délire ? Comme il parlera du deuil comme prototype de la mélancolie. Vis-à-vis de la manie, il a beaucoup plus de difficultés, hein, il ne sait pas très bien là où s'en tenir. Mais là, je crois que ce qu'il faut creuser profondément, c'est la notion de travail et sans aucun doute la notion de perception. C'est là où il faut en revenir, à mon avis, pour comprendre ce qui, pour moi, n'est pas une difficulté, mais peut-être que j'ai tort et peut-être que c'est une grande difficulté entre la différence que vous avez faite, l'un comme l'autre d'ailleurs, entre le travail de rêve et le travail du rêve. Et la différence n'est pas aussi énorme qu'on puisse le penser. Quant au problème de la régression formelle, enfin, moi je crois qu'on se laisse piéger très facilement. L'hallucination, il n'y a pas de travail du négatif, ça c'est une idée. Il y a une dialectique du négatif, mais pas un travail du négatif. La notion de travail est très spécifique et c'est encore une fois ça, à mon avis, qu'il faut creuser profondément. Cela dit, tout ce que j'ai entendu ce soir m'a paru assez extraordinaire et je suis content d'avoir été là. Vous voulez commenter, ça va ramener d'autres questions. On parlait du corps séparé de l'âme, mais ce qui me frappe, c'est que vous n'avez parlé de gestes. C'est-à-dire que vous n'avez pas parlé du corps seul, mais du fait qu'il y avait des gestes qui étaient interdits, enfin qui n'étaient pas interdits, mais qui étaient exclus de la personne. Et je crois que ça c'est très important parce que le geste, c'est quelque chose qui vient du corps animé. Si pour reprendre la théorie, nos vieilles théories aristotéliciennes, mais qui ferait bien qu'on pourrait remettre en valeur parce qu'elle tenait à l'unité. Il n'y avait pas de distinction entre le corps, c'était l'âme, c'était le corps en acte. Donc un geste, ça... Et alors on a voulu faire venir des sinologues l'année dernière, et je crois que ça n'a pas marché, mais ils s'intéressent beaucoup au problème, au primat du geste sur la parole. Et je crois qu'il y aurait un lien à faire entre ce qui vient d'être dit et ce problème du geste, du rapport entre geste et parole. Et l'année dernière, il y avait quand même, pour le geste, on avait eu les danseurs qui étaient venus et qui avaient justement essayé de montrer, de nous sortir de quelque chose qui soit trop verbal, où le primat de l'interprétation étouffe complètement, je crois, ce que vous avez essayé de dire, qui n'est pas, je ne l'ai pas du tout entendu comme une séparation entre âme et corps. Mais au contraire, vous retrouviez l'unité concrète, vous redonniez à cet homme, vous lui permettiez de retrouver l'unité du corps et de l'âme. Enfin...
Ma question était un peu abrupte tout à l'heure, mais il m'a semblé dans l'exemple que vous avez donné, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir comment c'est après une interprétation enfin, que vous lui faites que le rêve survient. Et je me dis qu'il doit y avoir eu là quelque chose qui s'est passé entre vous et qui a dû présider à ce que vous appelez le travail créatif. Enfin, il me semble que c'est ce que j'ai compris. Oui, les notions exposées ce soir se rapportent essentiellement, disons, aux patients, donc avec en filigrane, disons, une pathologie, qu'elle soit de différents ordres. Et ma question est toute simple, je m'interroge sur le fait si on peut ou non élargir à l'homme, tout simplement, en fin de compte, les différentes notions qui ont été abordées sur le sommeil et le rêve. J'ai pas de dichotomie patient, non patient, homme. Je suis prêt à allonger tout homme sur mon divan s'il le demande. Hein. Mais je l'appellerai patient comme ça par... Ouais. Moi, je voulais poser une question à 2 jours. C'était dans notre recherche une de nos recherches sur la notion de code. Est-ce qu'il considérerait que l'embrassement, en tant que tel, peut constituer une sorte de code? Parce que finalement, il y a des rituels. L'embrassement ne se fait pas n'importe comment. Il y a des rituels de l'embrassement. Et si on ne pourrait pas dire que c'est peut-être un mode de... Je ne sais pas, dans votre cas, là, un mode d'encodage, de traduction, par un code de l'embrassement, peut-être. C'est une idée qui m'est venue comme ça, j'ai mis ça en bas de page. J'ai mis un peu. Ouais. Le rêve comme voie royale d'accès à l'inconscient, ou l'interprétation du rêve comme voie d'accès royale à l'inconscient, évidemment la question ne se pose qu'à partir du moment où vient une interrogation sur l'interprétation. Sinon, un rêve est un rêve. Je ne sais pas si... Mais évidemment, l'interprétation du rêve est une voie d'accès royale à l'inconscient, pour autant que le rêve l'est, quand même. Bon, mais enfin voilà, donc j'ai l'impression, personnellement, je trouve votre question assez difficile. Je pense il y a des sous-entendus plus compliqués et plus élaborés que ce que laisse juste la formulation comme ça, et que vous avez une idée très précise de ce que vous voulez me faire dire, ou ce sur quoi vous voulez me faire trébucher, donc je me méfie un peu. Voilà. Sur le rêve qui survient après l'interprétation, c'était votre deuxième intervention. Oui, oui, bien sûr. Je pense que vous avez raison. C'est-à-dire là, il y a vraiment toute cette partie que je n'ai pas pu vraiment développer, mais que j'ai simplement indiqué. Ça suffit peut-être. J'en sais rien. Peut-être qu'il faut aller plus loin. Moi, je pense qu'elle est très importante sur le plan de la praxis analytique, mais elle est aussi très importante sur le plan théorique, parce que c'est en somme ce qui, dans le travail de l'analyse, peut consister en une sorte de préparation de ce qui sera ultérieurement et ultimement, si l'hypothèse que je soutiens était admise, pourrait être relayée par le travail du rêve. Le travail du rêve.
il y a quelque chose qui vient préparer ça, et à mon sens, en tout cas, c'est comme ça que je le saisis cliniquement dans l'analyse, parce que c'est quand même des choses qui viennent de l'analyse. Encore que, même si on n'est pas dans le travail d'analyse, moi je me souviens quand je faisais de la psychiatrie encore, donc avec des rudiments d'analyse pas très structurés, on peut pas bon, je pense que certainement c'est une des raisons pour lesquelles on devient analyste. Il y a cette espèce d'effet très puissant quand même du rêve, cliniquement. Et ça a un effet très suggestif. On sent qu'il se passe quelque chose d'important quand on a un petit peu de fibre analytique. Et l'apparition de périodes de rêve comme ça, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Je pense qu'on est simplement clinicien sans être analyste, de se rendre compte que quand même, c'est pas n'importe quand, c'est un événement, tout à coup les rêves qui apparaissent chez quelqu'un qui ne rêvait pas. Et très souvent, ça correspond effectivement à des périodes où ça bouge. Il a fallu beaucoup d'années pour arriver à repérer ce qui, dans le rêve, peut-être, est en cause. Alors, la préparation, à mon avis, elle déborde, si vous voulez, l'interprétation elle-même, ou l'intervention plus qu'une interprétation, parce que c'est quand même une intervention. Bon, c'est pas une interprétation de ce qu'il me dit. Ça pose un vrai problème. Je reconnais. Nous ne sommes pas dans la zone du travail habituel, hein, de l'interprétation analytique. On est quand même un peu en dehors, puisque il ne peut pas le penser, ça. En tout cas, c'est ce que je pense avoir des éléments pour montrer qu'il ne peut pas le penser. Et d'une certaine manière, mais moi je l'ai pensé comment? Je l'ai pensé par le travail que j'ai fait avec lui. Ça ne m'est pas venu comme ça parce que j'aurais une autre clé des songes ou une clé du développement psychique ou je ne sais rien, pas du tout. C'est peu à peu que ce qui manque, comme ça, apparaît dans différentes occurrences et conduit à un moment donné à choisir cette formulation-là. Mais c'est aussi dans un moment critique, ça m'est un peu arraché par l'urgence de la situation. Mais quand même, il y a tout un travail avant, et dont je pense qu'il correspondait, ce travail avant, déjà à une mise en latence de toutes ces questions chez le patient. C'est-à-dire qu'on s'approchait... Alors, il faudrait que je vous donne des explications. Je les ai là, et en plus écrites, on pourrait passer du temps là-dessus. C'est-à-dire comment, quand on approche de cette zone-là, et je sais qu'on est proche parce que je vois arriver l'angoisse, hein, la fameuse angoisse de Desrochers. Et donc, comment tenir? Voilà. Là, il y a un problème technique. Comment tenir face à ça? Parce que là, la crise du métro, elle est aussi liée au travail de l'analyse. Hein. C'est quand même, je pense, aussi le fait qu'on approche de zones dangereuses qui font que le patient commence à de nouveau être repris par ses angoisses. Et ça le prend dans le métro. Et là, vous vous rendez compte, vous voyez, le risque de l'analyse. C'est-à-dire, s'il se balance sous le métro... Et ce n'était pas du tout exclu. Donc là, comment tenir cette question? Parce qu'en même temps, si on traite ça avec des médicaments, je ne sais pas quelle urgence, de cette manière, en même temps, on arrête le travail. Donc, et il y a un enjeu majeur, parce que si ça marche, et ça a marché dans ce cas-là, et quelque chose a bougé vraiment fondamentalement. Mais bon, voilà. Donc c'est pour répondre un peu longuement à votre question. Je pense qu'il y a vraiment... ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce travail de construction, qui est en fait un travail de construction, sur des choses qui ne sont pas données, qui ne sont pas rendues intelligibles directement par le patient, peuvent quand même advenir, et à un moment donné, se trouver un mode de formulation, qui ne marche qu'évidemment s'il est pertinent. Parce qu'après tout, il aurait pu ne pas le reprendre. Mais paf, ça fait mouche. Voilà. Encore une fois, c'est pas un hasard, je pense que j'y pensais depuis longtemps. Voilà. Enfin, oui, il m'y avait fait penser depuis longtemps. Bon, je voudrais dire un mot de remerciement évidemment à M. Gilibert pour son intervention. M. Gilibert, je ne pourrais qu'abonder dans votre sens. Effectivement, une des visées de mon travail à moi, c'est effectivement la question du travail chez Freud. Bon, le concept d'Arbeit, d'Arbeiten. Le Durcharbeiten en particulier, mais le Traumarbeit aussi. Et donc, je souscris tout à fait à ce point absolument capital que le travail est toujours travail contre quelque chose. En tout cas, il faut le tenir sous cette forme conceptuelle-là. Donc, il suppose que quelque chose résiste. Et c'est dans la rencontre avec ce qui résiste que s'éprouve quelque chose qui va être ensuite une sollicitation en quelque sorte, ou quelque chose qui peut se muter, parce qu'il est d'abord éprouvé affectivement, peut se muter en exigence de travail.
Pour moi, c'est exactement ça la pulsion. C'est pour ça que la définition de Freud, qui paraît très étrange, à certains égards, quand elle arrive comme ça dans le texte de 1915, définir la pulsion comme exigence de travail. Alors, je ne sais plus la nouvelle traduction, je suis pollué par les anciennes. Allez-y, vous la connaissez pas. Ouais, la mienne. La vôtre, oui. Ah non, parce qu'en plus vous traduisez. Non, je ne vous. Non. L'inverse. Oui. L'exigence de travail imposée au corps par sa liaison avec le fantasme inconscient. Bon, donc je vais repasser la parole sur la planche. J'ai complètement subverti Freud. Je connais cette histoire-là, qui ne m'arrange pas. Enfin, bon. Pour l'heure, je pense quand même que l'idée d'exigence de travail imposée au psychisme, alors là, moi, je mettrais plus clairement par l'affect, par ce qui s'éprouve affectivement, et à quoi, évidemment, ce travail s'oppose effectivement à quelque chose qui lui résiste. Bon, là, il y a tout ce qui a été mis en latence, tout ce qui résiste et qui ne peut pas s'attraper, etc., et qui va quand même falloir... dans lequel je pense, personnellement, mais ça, c'est... Je pense qu'en plus, c'est démontrable. Mais il faut évidemment mobiliser là des références qui ne sont pas celles de Freud, bien qu'elles eussent été possibles pour Freud, parce qu'elles existaient avant, mais il ne les connaissait pas. Je pense qu'il est possible de mobiliser des ressources bibliographiques, disons, ou des références scientifiques, philosophiques, etc., pour attester cette idée que c'est quand même par la régression formelle, qui est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'absolument extraordinaire, que on peut passer de quelque chose qui est dans un temps d'abord éprouvé obscurément, alors bon, je le dis mon auteur, Sémène de Biran, et puis tous les débats qu'il y a autour de ça, c'est ce qui s'éprouve d'abord sous la forme d'idées obscures qui, tout à coup, peut devenir figuré. Tout ce problème est entièrement analysé mais de façon extrêmement précise en plus, par Mène de Biran. Mène de Biran est inévitable quand on veut comprendre. Ah bah oui, mais... Bon, voilà. Donc nous étions certainement sur la... Donc je suis d'accord, évidemment, avec ça. Le corps et le geste, donc évidemment, ça s'enchaîne tout de suite. Pour éprouver quelque chose, affectivement, d'abord passivement, il faut un corps pour l'éprouver. Voilà. Le corps, il est là, dans l'affect. Et avant, s'il n'y a pas d'affect, s'il n'y a pas quelque chose qui vient, il n'y a pas de mobilisation de tout le reste, c'est-à-dire ni du corps, ni de la pensée. C'est vrai que la mobilisation de ce corps dans l'agir expressif est déjà quelque chose qui est un saut qualitatif considéré, car ça n'est plus le corps biologique. C'est un corps qui est engagé dans une relation à l'autre. Et alors ça, bon, évidemment, c'est bouleversant, d'une certaine façon. Et c'est pourquoi on arrive à cette idée que ce deuxième corps n'est pas donné à la naissance, qu'il doit quand même être construit. Donc j'ai essayé à partir, effectivement, encore une fois, de Jean Laplanche et de sa théorie de l'étayage, qu'ensuite il congédie, plus ou moins, mais qu'il congédie quand même, avec un certain nombre d'arguments qui sont très importants à discuter ici. Moi, au contraire, j'aurais tendance à généraliser cette idée de l'étayage, mais nous en sommes déjà débattus, je vais pouvoir le reprendre là maintenant, comme justement ce qui permet l'avènement d'un deuxième corps. Ça, c'est dans Mène de Biran en plus. Alors, c'est pas du tout sous la forme de l'étayage, mais l'idée que nous avons deux corps est présente déjà chez Mène de Biran et chez tous les philosophes d'ailleurs de cette époque, des Deuxièmes Lumières, discutent, enfin pas tous, mais enfin beaucoup agréent à cette idée qu'il y a... Voilà. Mais ce deuxième corps, il est bien parti du premier. Donc, mais il s'est construit quand même comme quelque chose de différent. Et c'est le temps premier de la pensée. À mon avis. Alors ça, par contre, je pense que je rejoins Jean Laplanche sur ce point, où finalement la communication commence bien avant les mots. Certainement. Voilà. Et donc, c'est toute la question de la symbolisation, dont vous en avez certainement beaucoup discuté dans des conférences l'Hôtel de la Moignon sur le langage, mais c'est vrai que alors là, je suis évidemment totalement en accord avec Jean Laplanche là-dessus. C'est évident qu'il y a une communication qui est pré-langagière, mais qui implique le corps. Et la deuxième langagière ne viendra se greffer que si le corps est d'abord là.
Bon, ça c'est le corps d'abord, mais vraiment, c'est pas simplement un jeu d'assonance pour faire bien. Il y a vraiment quelque chose là qui est premier, et d'autant que ceux qui... Bon, j'avais dit un petit mot là-dessus sur le fait que la traduction, on peut la considérer comme une traduction d'un message directement, ou bien c'est la traduction de l'effet du message, justement, en tant qu'il s'éprouve effectivement, notamment dans le corps à corps. Ce qui change un peu les choses, car finalement, ce qu'il y a à traduire, c'est bien ce qui se passe dans le sujet. Mais c'est vrai que ça a été implanté par l'adulte. Bon, et alors du coup, c'est infini, d'une certaine manière. On peut toujours reprendre des choses. C'est aussi une des raisons pour lesquelles peut-être qu'on peut regagner quelque chose qui n'est pas advenu jusque-là. Voilà. Voilà, le code, oui, pardon. Vas-y. Non, mais c'était tout bête. Moi, vas-y, si tu as encore, parce que nous avons une règle ici, on doit rendre la salle à 11h. Et on était très contents. Mais si tu as encore quelque chose à dire... Juste un mot. Est-ce qu'on peut élargir à l'homme, c'est-à-dire en faire une anthropologie de ce que j'ai essayé de décrire ici à propos d'un patient qui est quand même a des fractures psychotiques assez sérieuses. Bon, je pense que c'est une question dont je vais donner ma réponse. Ma réponse, c'est oui, non seulement on peut le généraliser, mais il faut le généraliser. C'est-à-dire que nous avons tous ce clivage de l'inconscient, à mon sens. Ce n'est pas une affaire uniquement des malades. Ça se voit évidemment plus chez un psychotique ou chez un patient qui somatise, mais nous avons tous affaire avec ce clivage et avec des choses qui n'ont pas été symbolisées ou qui n'ont pas été traduites. Donc c'est un invariant anthropologique pour moi, mais bon, il faut le démontrer. C'est pas seulement là, je peux pas le faire en quelques mots. Et puis de toute façon, je suis pas sûr d'y arriver. Il faut dire ce qui est. Mais c'est ce que je crois, voilà. Je pense qu'il y a pas mal d'arguments, mais entre des arguments et une démonstration, il y a une différence et je ne suis pas sûr de pouvoir la donner. En ce qui concerne l'embrassement, est-il un code? Ma réponse est oui. Oui, c'est un code. C'est tout l'agir expressif, c'est-à-dire cette manière d'engager le corps dans la relation à l'autre pour agir sur l'autre. Parce que, indiscutablement, ça a une fonction d'agir. Le geste de l'enfant, les gesticulations, elles provoquent en plus quelque chose, effectivement, et pas seulement des comportements de retrieval portés par des montages génétiques, mais également, évidemment, ça le suscite sexuellement et son inconscient. Donc tout ça se mélange et donne le message compromis avec les réactions de l'adulte qui sont très ambiguës et évidemment dont l'enfant doit se débrouiller après. Alors, simplement, il est bien entendu que la dite communication, même si elle est portée par l'onde porteuse, je reprends les termes de la planche, l'onde porteuse de l'attachement et du retrieval, il n'empêche qu'il y a aussi une dimension qui vient, c'est pas seulement la compromission du message qui vient de l'adulte par son inconscient, mais effectivement ça passe aussi par un code. Je suis d'accord là-dessus. Il y a toujours un code, sinon il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message sans code. Et les codes, par exemple, engager son corps pour s'embrasser, pour se tenir d'une certaine façon, a une signification en France, en Europe actuellement, qui n'est pas la même au Brésil. Je vous le montre facilement, c'est pas du tout la même. Il n'y a qu'à aller au Brésil. D'ailleurs, il suffit de rester 8 jours, vous allez voir que c'est pas ça. Ni en Russie. Ni en Russie, ni dans les pays protestants durs de Scandinavie, où on le fera par exemple pas du tout. En Angleterre, ça se fait peu, si vous voulez. Donc, alors évidemment, c'est avec toutes ces variations, tout ça est codé. Mais n'empêche que la question de l'engagement du corps à corps et le fait de se serrer et d'éprouver quelque chose dans un corps à corps entre un adulte et un enfant, je pense que c'est un invariant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper. Il va bien falloir que... Alors ça sera codé différemment, évidemment, dans une culture et dans l'autre. Dans certains cas, ça veut dire bonjour, dans certains cas, ça veut dire autre chose. Mais déjà, voilà, ça c'est la compromission du sexuel, laquelle, évidemment, est déjà une interprétation, pour aller dans le sens de votre théorie de l'assignation. Il y a des choses qui viennent du social, mais qui sont évidemment traduites par le sexuel dans un langage spécifique entre l'adulte et l'enfant. Je m'arrête. Je suis désolé, je suis obligé de vous arrêter. On termine là et on vous remercie tous les deux.